Bonjour Lionel Camille, c'est Mike Aldébaran. Bonjour à toi. Bonjour Mike. Bonjour. Alors peux-tu nous parler un peu de ton travail et comment en fait tu as été amené à t'intéresser donc aux disparitions et aussi liées à l'ufologie? Bah, il se trouve que au départ moi je suis romancier à la base et je suis quand même passionné depuis plus de 20 ans par les affaires criminelles. Et j'ai beaucoup voyagé un peu partout dans le monde, sac à dos. Et il m'est arrivé une expérience un peu bizarre aux États-Unis. J'étais en train de camper. En gros, on a entendu des bruits dans la forêt. Enfin, on dormait dans la voiture, on a entendu des bruits bizarres, on a flippé un petit peu. Et cette expérience, ça m'a beaucoup marqué, ce souvenir. Et par la suite, je me suis beaucoup intéressé justement aux disparitions dans la nature. Parce que pour moi, ça me fascine. Ce sont celles qui me fascinent le plus. Parce que, comme je dis souvent en zone urbaine, la majorité des disparitions sont d'origine humaine. Mais dans la nature, c'est pas si simple. Parce que souvent, les personnes disparaissent dans des lieux complètement déserts. Et on les retrouve jamais et il n'y a jamais aucun témoin aussi. Donc ça, c'est à partir de là, on peut tout imaginer, quoi. Je pars du principe que dans mes émissions sur Nurea TV et dans mes livres, en général, je présente les faits et je passe en revue toutes les hypothèses. Les rationnels, mais dans certaines affaires que j'ai étudiées, il n'y a pas d'explication rationnelle. C'est pour ça que je m'intéresse aux autres explications, parce que je suis assez cartésien, mais je suis assez ouvert sur le paranormal et j'ose franchir les frontières du réel. Tu as fait plusieurs livres, donc Disparu dans la nature, Disparu en ville. Tu as notamment été sur Enquête paranormale sur C8 récemment. Donc tu peux nous parler un peu justement de ces livres-là. Donc tu t'intéresses à ça depuis assez longtemps. Il y a aussi aux USA, la disparition aux USA, il y a pas mal de choses, de livres que tu as fait. Eh bien aux USA tout d'abord parce que, comme pour les affaires criminelles et comme pour toutes les histoires, c'est de là-bas que nous viennent les histoires les plus incroyables, quels que soient les domaines. Et on a aussi beaucoup de documentation, c'est ça l'avantage. Ils sont peut-être un peu plus ouverts que nous sur le sujet. Et moi j'adore les parcs nationaux, je connais très bien, aux États-Unis j'y suis allé 3 fois. Et lesquels tu as fait, Marc? J'ai fait Bryce Canyon, j'ai fait Arch National Park, le Grand Canyon. Et en fait j'étais parti un mois là-bas en voiture. Et puis on avait fait le tour des parcs nationaux. Et par la suite je m'intéresse à toutes les affaires de disparition dans la nature partout dans le monde. Mais le plus souvent c'est comme dans le pays anglo-saxon, parce que c'est là on a plus d'éléments, plus d'informations. Je suis sûr qu'il y a plein d'affaires de disparition fascinantes en Chine, en Russie, mais il y a la barrière de la langue là souvent. Et puis des fois il y a des histoires, des affaires qui se passent, mais elles sont pas médiatisées non plus, c'est ça le problème. Donc voilà, les affaires de disparition. Là j'ai fait un livre sur les disparitions urbaines, en zone urbaine, qui sont aussi très intéressantes. Là souvent, ce sont souvent des affaires qui sont plus criminelles évidemment, mais non élucidées, inexpliquées quand même. Ce sont des véritables mystères, des énigmes. Et là je te donne un petit scoop, je vais faire un livre sur les disparitions en mer. D'accord. Parce que il y a aussi des affaires intéressantes, je trouve. D'accord. Bon, je vais éviter de parler de disparitions comme la Marie Céleste, tu sais, c'est des cas trop célèbres, parce que moi j'essaie de trouver des affaires qui sont moins connues. Tu vois, si c'est pour répéter tout ce qui a déjà été dit, voilà. Ce qui n'est pas mis en avant. Voilà, donc puis j'ai encore un tas de projets de livres encore. Peut-être faire un 2e tome de Disparu en ville, tu vois, Disparu de la nature monde. C'est un sujet inépuisable, excuse-moi, parce qu'il y a pas mal d'affaires. Bien sûr. Ce qui est intéressant dans ton travail, c'est aussi le fait que tu mets en avant le parallèle entre justement ce qu'a fait Jacques Vallée avec Passepartout Magonia. Tu fais le parallèle en fait entre justement le petit peuple, ce qui est lié aux fées, aux changelings, avec le phénomène OVNI. Alors, pour certaines personnes, ça paraît risible, mais pour moi c'est quelque chose de très sérieux. Dans le sens que Jacques Vallée, dès 69, a mis en avant le fait, il reprend presque Carl Jung en fait, il reprend le fait que le phénomène s'adapte à notre psyché, s'adapte à notre civilisation. On peut parler des archives, on peut parler de plein de choses comme ça, des faits, donc tu peux nous parler un peu de cette approche. Et comment tu as découvert, par exemple, Jacques Vallée?
Bah déjà, je suis content déjà de tomber sur quelqu'un qui adore Jacques Vallée, parce que c'est pas forcément... J'aime beaucoup Jacques Vallée. Ouais, parce que très c'est longtemps. Pas forcément le cas pour tout le monde, apparemment dans le milieu ufologique en France. Et bah oui. Et bah déjà, moi, c'est un homme qui a un sacré charisme déjà. C'est un grand monsieur, c'est un monsieur qui inspire le respect, très humble. Qui était en avance. Très humble qui avait en fait. 40 ans d'avance. Incompris. Quoi. Incompris. Qui a été vu que des bunkers. Ouais. Qui en fait, non, c'est parce que son livre, Chroniques des apparitions extraterrestres, il n'a jamais voulu parler d'extraterrestres, il parlait de la Magonie. C'est un gars très sérieux et puis qui est toujours resté un peu indépendant vis-à-vis du système aussi, je pense. Et mais c'est qu'un gars, c'est une référence parce que c'est de lui que s'est inspiré Spielberg dans son film Rencontre du troisième type pour le personnage du professeur français. Bien sûr. Il a même été conseiller technique sur le film, je crois. Oui. Et puis c'était un gars qui était adjoint de. Il travaillait avec Allen Hynek. Ouais, c'est ça. Une référence aussi. Ouais. Donc moi je trouve que c'est un gars fascinant parce que c'est un des premiers à avoir mis en parallèle le folklore et puis les ovnis, c'est vrai. C'est très peu abordé, je trouve, en France. Dommage. Certains auteurs comme Eric Zurker amènent ce sujet-là, ou Jean Sider, mais ils sont toujours à la marge, ou alors ils se mettent à la marge eux-mêmes. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. On parlait de la gentilhommerie, des fois, par exemple. Il y a très peu de gens qui connaissent ça, en fait. Voilà, c'est de Ben Bulben. Bah, après, c'est des recherches. On fait de l'archéo-ufologie, en fait. On s'intéresse à Peter Colosimo, par exemple, ou Robert Charroux, ce genre de personnes. Et on se rend compte, en fait, du phénomène qu'il s'adapte tout le temps. Il s'adapte même, des fois, à la profession du témoin. Ce genre de choses. Ça va très très loin, en fait, c'est métaphysique derrière. Le petit peuple, ce qui est passionnant, c'est qu'on trouve des créatures comme ça magiques un peu partout sur la planète. Dans les Topins, les Kappa au Japon. Chaque culture, il y a les Tengu aussi, je crois, au Japon. Et il y a beaucoup d'histoires de kidnapping d'humains par ces créatures. C'est ça, mutilation de bétail aussi. Et qui emmèneraient ces humains dans une autre dimension ailleurs. Et ça fait du sens parce que certains auteurs pensent que ces créatures vivent dans une autre dimension, et les ovnis aussi. Il y a des points communs. Interdimensionnels. Et justement, Vallée, parce que moi justement j'ai écouté une émission il n'y a pas longtemps, en fait. Mais c'était une vieille émission qu'il avait faite il y a longtemps. Marie-Thérèse de Brosse peut-être. Voilà. Il y a très peu d'interviews. Il y a 30 ans, il avait déjà parlé de la piste interdimensionnelle déjà. C'est ça, il est comme tu dis. Dimension. Il avait vachement d'avance sur tout le monde, quoi. Et moi j'ai tendance, je vais te dire entre nous ma petite, je fais une confidence. La piste. Il y a beaucoup d'hypothèses pour expliquer le phénomène ovni. Il y a l'hypothèse extraterrestre, il y a l'hypothèse militaire. Moi, l'hypothèse paranormale me fascine et m'intéresse beaucoup parce que je te dis, autrefois, je me suis intéressé aux abductions par le biais des affaires de disparition. Et parce que c'est vrai que je me suis rendu compte qu'autrefois, il y avait beaucoup d'histoires d'enlèvement par le diable. Au Moyen-Âge, les histoires d'enlèvement par le petit peuple, les fées, par les djinns. C'est très malicieux, un peu comme les Géphonauts. Et ça ressortait dans les contes et légendes, tout ça. Et aujourd'hui, on ne parle plus que d'abduction par des extraterrestres. Et ça ressort au cinéma, dans les séries. Ça ressort dans la culture populaire. Et moi, je me dis, peut-être que tous ces enlèvements, ces disparitions ont la même origine. Et finalement, peut-être qu'autrefois, ils parlaient de diable, ils parlaient de créatures magiques parce qu'ils n'avaient pas les mots pour les décrire. Et peut-être que finalement, c'était des ovnis, c'était peut-être les mêmes êtres que voient certaines personnes. Bien sûr. Comme ou même ils s'adaptent, comme les airships de 1897 par exemple, c'est les premières vagues de dirigeables. C'est carrément ils s'adaptent à la psyché, quoi. Ils étaient presque vus en fermiers, alors que c'était des dirigeables qui étaient beaucoup plus perfectionnés que ceux de l'époque et qui avaient des anomalies. Certains avaient des ailes. C'est ça. Il y avait des choses aberrantes. C'est ça. Et on retrouve ça aussi quand on fait des hélices qui ça pouvait absolument pas voler en fait. Avec des projecteurs, des trucs super lourds. Qu'on retrouve dans les phénomènes ovnis maintenant. Et ce qui est marrant, c'est que le côté aberrant, on retrouve ça aussi dans le phénomène ovni. Tu sais, les gars qui te racontent qu'ils ont fait des rencontres avec des petits êtres humanoïdes qui avaient des gros pieds ou des trucs un peu ridicules, quoi. Mais c'est que le témoin, c'est aussi pour décrédibiliser le témoin, quoi. Le phénomène s'amuse à décrédibiliser l'ostentation et les hubinesses. Exactement.
C'est deux choses d'une même pièce en fait. Il s'amuse et tu as tout à fait raison parce que moi ça me renvoie avec le petit de contrôle. Et le système de contrôle dont parle Vallée quoi. C'est le système de contrôle. Le système de contrôle, c'est-à-dire qu'il fait ça pour éviter que. C'est un système de manipulation en quelque sorte. Ouais. Dans quel but? Un but de contrôle de l'humanité. À quel but, on ne sait pas. C'est ça. Ça, c'est... Parce que, comme il dit, c'est voir le il voudrait voir le projectionniste qu'il y a derrière, pas le film. Oui, c'est ça. Ouais, c'était une très belle métaphore là. C'est ça. Et ce qui est intéressant, justement, ils s'amusent. Et le petit peuple s'amusait aussi. Tout à fait ça. Que ce soit les jeans, dans tous les continents. C'était des farceurs, ce qu'on appelle les tricksters. Les tricksters, les skinwalkers. Ils faisaient des tours. Ce que trick en anglais, ça veut pas dire c'est pas le mot que tu penses. Oui. Ça veut dire farce. Bien sûr. Et c'est ça, ils faisaient des blagues. Mais souvent des blagues mortelles, des blagues fatales quoi. Mais on retrouve se moquent des humains et ils jouent avec eux. Complètement. Certains sont malveillants, pas tous, mais seraient malveillants, mais bon. Tu as parlé aussi du Dogman, donc le loup-garou. Tu peux nous parler un peu de ce phénomène-là aussi? Alors le Dogman, ce n'est pas un loup-garou, c'est une créature mystérieuse dont qu'auraient rencontré certains témoins. Et qui ressemblerait à un loup-garou. Voilà, qui ressemblerait. On ne sait pas si c'est un loup-garou, en tout cas ça en aurait l'apparence. Et là c'est pareil, c'est très intéressant. D'ailleurs j'ai fait une émission de 2 heures, de 4 heures là-dessus. C'est ça. Et ce qui est très intéressant je trouve, moi, c'est que finalement, pareil, encore une fois, cette créature, on ne connaît pas son origine. C'est comme pour le phénomène OVNI. La bête de Gévaudan aussi. Elle peut être. Alors attends, tu sais, le Dogman par exemple, il peut être d'origine extraterrestre, il peut être d'origine paranormale. Interdimensionnelle. Ça peut être il apparaît. Souvent ces créatures-là apparaissent comme ça de nulle part. Un peu comme Point Pleasant. Près des lieux religieux. Près des lieux religieux souvent. Oui. C'est assez étrange. Ou de malédiction indienne aussi. Voilà, exactement. Et comme le Point Pleasant. Le Mothman. 66, voilà, le Mothman. Mothman, c'est un peu pareil. On est un peu dans les mêmes choses. Toutes ces créatures, comme je disais hier dans la conférence, on observe beaucoup de créatures mystérieuses. Telles que le Bigfoot, le Dogman, même le Mothman. Après des lignes de tension, tu sais, les antennes relais. Tout ce qui émet un peu un champ électromagnétique peut-être. Et justement le problème de l'ufologie traditionnelle, c'est qu'ils ne voient pas des fois le rapport où ils pensent que c'est fantaisiste, alors que en fait pas du tout. Quand on analyse le puzzle, on se rend compte qu'il y a non, le rapport avec la mythologie même, le rapport avec l'ancienne mythologie, on se rend compte en fait qu'il y a vraiment quelque chose que beaucoup n'ont pas vu. Il y a le triangle de Bennington, qui est très intéressant aussi dans le sud-est du Vermont. Donc entre 1945 et 50, il y a eu beaucoup de disparus. Tu peux nous parler un peu que tu as évoqué dans un YouTube aussi. Tu peux nous parler un peu de ce triangle. Très intéressant. J'en ai parlé dans un de mes livres aussi, et effectivement c'est un endroit dans le Vermont où plusieurs personnes ont disparu de manière assez mystérieuse. Et en fait, on les a jamais retrouvés, sauf une qu'on a retrouvé, un cadavre, qui d'ailleurs qui est revenu, qui a réapparu plusieurs jours après dans un endroit qui avait été fouillé 5 fois. Donc il est revenu, il a été redéposé. C'est le seul cadavre qu'on a retrouvé. Et alors il y a ce cas très célèbre, ce passager de bus là qui a disparu. Alors j'ai pas le nom en tête parce que j'ai pas, qui avait disparu lors d'un trajet en bus. Ça rappelle vraiment un épisode de 4ème dimension. Et bon, mais au-delà de ces disparitions, il y a vraiment des phénomènes aussi étranges dans ce triangle. Certains disent qu'il y aura un vortex là aussi. Et c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant parce qu'en plus c'était après la Deuxième Guerre mondiale. Enfin c'était 45, à partir de 45. Et c'était à peu près la même époque aussi qu'il y a eu, tu sais, le Philadelphia Experiment. Oui, exactement. Expérience de Philadelphie, c'était à peu près à la même date. Et là, il y a eu des travaux sur la. Il y aurait eu en fait, enfin, je vais pas parler de ça maintenant, mais l'US Navy aurait fait une expérience pour essayer de rendre invisible un bateau. Et là, on a raconté que ça aurait dégénéré, le bateau aurait été projeté, il aurait été téléporté. Et bien Montauk, c'est à Long Island d'ailleurs. C'est des affaires proches, sur la côte est, pareil. Et non, mais ce sont des affaires passionnantes. Et là, il y a du paranormal, c'est très intéressant, je trouve. C'est très très intriguant, quoi, quand des gens disparaissent dans des zones où il y a d'autres phénomènes inexpliqués. Ça ajoute encore plus de mystère. Complètement. Et on peut se dire qu'il y a peut-être. C'est pas forcément
c'est pas forcément étonnant que des gens disparaissent dans des zones où il y a beaucoup de phénomènes inexpliqués, tu sais, même... Les jeux de vortex. Ouais, vortex, des fantômes, on voit des fantômes, on voit des créatures mystérieuses, on voit des... ce que tu as, c'est ça, le train de Bennington, il y a eu des témoignages de... Je raconte ça dans l'émission, un gars, tu sais, qui roulait, et puis, qui a entendu à la radio des voix, en fait. Des voix d'outre-tombe qui sortaient de la radio. Ce sont des lieux comme le col de Vence ou même le Garage, c'est le genre de lieu. Là, tu es invité au symposium, donc le premier symposium ufologique de l'Aude, Garenne-les-Bains. Et donc il y a pas mal de choses qui se passent ici, à Garage, parce que tu t'es intéressé un peu à cet endroit. J'ai pas eu le temps d'enquêter, mais j'ai entendu des histoires intéressantes. Depuis que j'y suis, effectivement, des gens ont vu beaucoup d'objets. Moi, tu vois, ça me fait rire, ça me fait drôle, c'est marrant parce que ça me fait penser à des histoires qui se passent aux États-Unis encore. Il y a des lieux comme ça. Tu sais, je parle forcément j'en parlerai là dans un de mes prochains livres du Mont Shasta aux États-Unis. Ah oui. Oui. Ce volcan là, volcan dans lequel vivrait un peuple extraterrestre, les Lémuriens. Ouais. Et les objets, les habitants du coin verraient des objets volants en forme de cigares. Entrer, sortir du volcan. Ah oui, mais ça ressemble Bugarach, c'est ça. On nous a expliqué exactement la même chose. Les gens voient des objets rentrer dedans. J'aurais même pu vu des êtres un peu bizarres aussi, des fois. J'ai fait des rencontres. Bien sûr. Et puis il y a des histoires aussi de distorsion temporelle là, vers Bugarach. Ça c'est intéressant. C'est passionnant. Des choses comme ça. J'ai mis Dieu là. Ouais, on a parlé. J'ai mis Dieu, Jean de Régny. C'est passionnant. Ouais, c'est très intéressant. J'adore ces histoires aussi, tu vois. Parce que des gens qui. Il y a du travail à faire ici. Le cas Elisa Lam, qu'en penses-tu qui s'est passé au Cecil Hotel? Ton point de vue par rapport à cette affaire? J'ai fait une émission de 2 heures dessus. C'est pour ça que j'explique tout de A à Z. Ouais. J'en ai parlé dans mon livre aussi, Dispersionville. Moi j'ai pointé évidemment tous les phénomènes qui se sont passés, très troublants. Il y a eu des synchronicités aussi très étranges, notamment il y a eu le film Darkwater. Il y a eu aussi l'histoire du vaccin, le vaccin qui s'appelait Elisa Lam, qui avait été testé à la même période. Une synchronicité négative peut-être. C'est ça. Ouais. Et moi, la thèse que j'avançais, je l'expliquais dans l'émission, dans mon livre, c'est celle que je privilégie, c'est la thèse accidentelle, causée par quelqu'un d'autre, par un employé de l'hôtel, possiblement. Et voilà, je pense que quand on étudie bien le dossier, quand on regarde vraiment les éléments, les articles de presse comme je l'ai fait, on se rend compte qu'il y a des explications quand même. Parce que tu sais, par exemple, je vais te donner un exemple. On entend souvent dire des fois dans certaines émissions que la trappe était fermée, qu'on la retrouve à l'intérieur. C'est faux. La trappe était ouverte. Là, ça change tout. Ah oui. Ça veut dire qu'elle a pu tomber dedans et puis que personne ne l'a refermée, tu vois. Si quelqu'un l'a refermée, là, ça appuie la thèse criminelle. Ouais. Là, en fait, non, elle était ouverte. Après, on l'a pas entendu. Bon, ça, c'est un autre problème. Mais c'est vrai qu'on le veuille ou non, quand même, il y a eu beaucoup d'événements dramatiques dans cet hôtel. Et puis, exactement, ouais. D'ailleurs, dans C8, on a fait un petit sujet là-dessus aussi qui était pas trop mal fait. C'est pour ça, j'ai pensé aussi. Mais on n'a pas pu tout dire, parce qu'il y a beaucoup plus de... Il y a plusieurs cas intéressants que tu as abordés, comme Cullen Finnerty, comme Maura Murray. Quel est le cas qui t'a le plus marqué de disparition? Un des cas qui t'a le plus... Denis Martin m'avait choqué parce que c'est un enfant. Quand un enfant disparaît, c'est toujours pire, je trouve. Maura Murray m'a beaucoup marqué aussi parce que j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier. Et puis, si tu vois, c'est comme je l'ai dit dans mon livre aussi, et puis même dans l'émission, c'est un dossier qui te hante. Ça t'obsède parce que tu commences à. Tu trouves tellement d'informations sur internet partout, tu as tellement d'infos, tu peux te noyer là-dedans en fait. Et tu peux passer des heures à fouiller. Et t'as pas la solution, c'est ça le problème. On se plonge dans le. C'est pour ça que moi des fois je perds pas mal d'énergie psychique là-dedans parce que c'est épuisant. Et pourquoi ce thème de la disparition t'a attrapé en quelque sorte, attiré? Parce que pour moi c'est fascinant. C'est fascinant, je trouve, les disparitions. Tu sais que des gens puissent disparaître comme ça une fraction de seconde et on ne les voit plus jamais. Ça arrive plus souvent qu'on ne pense. Et c'est même en France, tu vois encore, je vais parler d'un cas en Corse dans 2 semaines là. Hubert Boiron, c'est un retraité qui était en voyage touristique à Ajaccio, un groupe de touristes, groupe de retraités. Ils avaient 500 mètres à faire. Ils marchaient dans la rue, en plein centre-ville, en plein jour, pour retourner leur bus.
Et là, à un moment, il y a des travaux dans une rue, il lâche la main de sa femme, il se sépare un peu, il n'arrive pas au bus. Donc, elle revient, elle refait le chemin en sens inverse, elle trouve pas son mari, et on ne le retrouvera jamais. C'est-à-dire que ça fait, tu vois, ça fait maintenant... ça va faire 6 ans, on sait toujours pas ce qui est devenu, ce qui est devenu cet homme. Et moi, je trouve que c'est ça qui est fascinant, c'est que ça peut arriver à n'importe qui en fait. Un enfant, un homme, toi, moi. Il y en a qui disparaissent aussi, qui réapparaissent dans des temps différents. Ouais. Tu sais, comme Liverpool, il y a des endroits comme Liverpool ou à Marseille, certains endroits, des gens qui sont passés carrément dans un autre temps, dans les années 50 ou 60. Et ils comprennent pas ce qu'ils font là, ils reviennent en fait dans le temps présent, et puis rien n'a changé en fait, mais dans le temps où ils étaient, les choses étaient complètement différentes. C'est passionnant ça. Il y a le petit Trianon aussi, à Versailles, là, voilà, les deux Anglaises, c'est ça. Les deux Anglaises qui se baladent dans le jardin de Versailles, qui se retrouvent au temps de Marie-Antoinette. Et qui peuvent se retrouver aussi dans un autre temps, et ils reviendront beaucoup plus tard. On retrouve des histoires comme ça partout. Et on retrouve aussi ça Espagne, par rapport au fait où ils passent la Magonie, ils passent la frontière et ils tombent en cendres parce que quand ils reviennent en fait du royaume des fées, le temps est très très long. Et donc quand ils reviennent sur Terre, tu ne peux pas revenir. Ils tombent en ruine, ils tombent en poussière. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est, tu sais, justement au début du livre, là, tu as une citation, il dit que quand on va dans le royaume des fées, on ne revient jamais. On peut pas revenir. Oui. Et c'est fascinant, je trouve. Fascinant de. J'aimerais voir comment ils le rendent, moi. Ouais. Ça me fait rêver. Non, mais c'est vrai, Est-ce que tu envisages peut-être de faire un livre spécifiquement peut-être là-dessus, sur ce thème-là? Bah oui, j'aimerais bien. Ouais. C'est un de mes sujets, ça serait un de mes projets, parce que ça me passionne tellement, puis tu trouves tellement de. T'as des affaires comme ça partout sur la planète aussi. Bien sûr. Mais moi, tu vois, je suis en Bretagne, donc je pourrais. Ah bah il y a les Corrigans là-bas. Corrigans, les Bracélians, tous ces. J'en ai pas vu, mais bon, j'ai peut-être pas bien regardé. Apparemment, tout ce phénomène de petit peuple aurait disparu dans les années 10-20, parce qu'avant, il y avait avant l'industrialisation, avant les Lumières, et les anciens parlaient naturellement de ce petit peuple, que ce soit en Irlande, en Islande, en Angleterre, c'était beaucoup plus accepté qu'en France. Même les Bretons le racontent, bien sûr. Les ancêtres, les anciens, ils vivaient avec les fées, ils les voyaient, ils les voyaient dans les champs, avant 1900, voilà, c'est ça. Et avec l'industrialisation, et là c'est pareil, à leur époque, si tu veux voir des fées, il faut surtout fuir les villes, il faut aller dans des lieux très préservés. Il n'y en a plus beaucoup maintenant sur Terre, parce qu'ils détestent la pollution évidemment, ils détestent le bruit. Lumineuse. Ils n'aiment pas le bruit aussi, ceux comme moi, tu vois. Ils n'aiment pas s'ils voient des humains qui viennent dégrader leur environnement. Ben moi c'est pour ça que ça m'intéresse aussi beaucoup, parce que tu sais, les personnes qui font disparaître, si tu ne les respectes pas, tu peux en subir les conséquences. Et c'est intéressant ça encore, je trouve. Ça renvoie encore à toutes les légendes, et quand tu trouves tu sais, par exemple chez les Indiens ou je sais pas, dans les jungles autour de la planète, les autochtones te disent qu'il faut respecter certaines règles. Si tu ne les respectes pas, tu risques de disparaître. Faut être puni. Voilà, c'est une punition. C'est une punition. Voilà. Et quand tu t'aventures dans cette forêt aussi, il faut écouter ton instinct, parce que tu as les Indiens aussi qui font ça. Et ils demandent même des fois l'autorisation. Oui, comme dans le druidisme, tu ouvres le néméton et tu le refermes. Tu refermes parce que tu demandes l'accord des élémentaux. Et s'ils refusent, faut pas y aller, parce que ça, je trouve ça passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant, parce que après, moi je trouve que c'est. Après aussi, il faut garder un peu de poésie, quoi. C'est aussi parce que tu as dû lire Yeats et tout ce genre de choses, pas encore. Non. Moi, tu sais, je suis comme les spectateurs, comme les lecteurs. Evans et tout ça. Si j'ai commencé à écrire ces histoires, faire ces émissions, c'est parce que ces sujets me passionnent, me fascinent. Et que, ça me fait rêver. À partir de quel âge je m'intéresse au paranormal depuis longtemps. D'accord, assez jeune. Tu vois, je vais te dire un truc, le Yeti, j'ai commencé à m'intéresser, c'était ma mère qui m'avait lu Tintin au Tibet. J'avais 4 ans, même pas. J'étais fasciné par ce bouquin, Tintin Tibet, parce qu'il y avait le Yeti, tu sais, ça me fascinait. D'accord. Et puis après, j'ai emprunté déjà à la bibliothèque, et puis je lisais pas les livres, vraiment, mais je regardais les images. Des livres de Jean-Claude Bourret. Ah oui. Avec les ovnis, tu sais, puis je regardais les images. Et puis après, ça m'a passé une période. Venu d'ailleurs
C'était intéressant, une bande dessinée, c'était assez ancienne. Et puis après, une période, j'ai un peu arrêté de m'intéresser, un peu moins. Je me suis aussi beaucoup intéressé aux films d'horreur, aussi, comme ça, au cinéma, parce que j'étais fan de cinéma. Et puis après, je suis venu. Carpenter, par exemple. Tous les films d'horreur sont fantastiques, tout ce que tu veux. Hein. Et après, d'ailleurs, je voulais bosser dans le cinéma. Je voulais écrire des scénarios, réaliser des films, mais bon, j'ai pas fait d'école. Hein. J'ai écrit des scénarios, mais ça n'a pas marché, je me suis planté. Puis après, j'en suis venu au roman, tu vois. Et après le roman, j'en suis venu aux histoires de disparition, des histoires. Mais je continue les romans aussi, si tu veux. Mais avec Climax. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait la suite de Climax, là, d'ailleurs, qui est prête, mais bon, je cherche un éditeur. D'accord. Et là, tu vois, j'aborde. Alors, Climax, c'était une histoire de tueur en série, tu vois. Aucun paranormal là-dedans. Mais là, pour la suite, je fais plutôt un thriller encore, mais plutôt espionnage, avec de la théorie du complot, avec du terrorisme. Tiens, des thèmes qui m'intéressent, moi aussi. Et j'aime varier les sujets aussi, tu vois, je m'intéresse à beaucoup de sujets. C'est aussi. J'aime bien faire des thrillers des romans qui sont quand même assez réalistes, qui sont quand même ancrés dans le monde réel. Mais je pars du monde réel, mais je pars et après je dérive vers autre chose, tu vois. Peut-être par rapport à des sociétés secrètes ou ce genre de choses. C'est ça, dans le prochain livre là, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est le flic en fait, justement c'est le flic de Climax, il cherche sa nièce qui a disparu, d'ailleurs. Il part sur sa trace et il se rend compte, il va être un peu, il va se retrouver mêlé il va se rendre compte que sa nièce en fait est mêlée possiblement à un complot mondial, si tu veux. Enfin bref, c'est difficile d'expliquer comme ça. Et du coup c'est assez intéressant. Parce que je suis en parallèle aussi, tu sais, moi je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, je m'intéresse aussi pas aux théories du complot, mais les fake news, c'est plutôt de l'autre côté en fait. Les fake news. Ce qu'on appellerait les fake news, ça m'intéresse aussi. Oui. Parce que moi je considère que je suis un esprit libre et je m'interdis pas d'écouter ce que disent les autres, quoi. Même ceux qu'on pointe qu'on met au pilori par moment. Bien sûr. Parce que je suis ouvert. Et j'écoute ce que nous racontent. Et d'ailleurs, tu vois, c'est marrant parce que récemment, je me suis intéressé à la théorie de la Terre plate. Oui. C'est marrant aussi, quoi. Mais c'est rigolo, quoi. Puis il y avait par rapport à l'amiral Byrd, je sais pas si tu t'intéresses à cette histoire, l'amiral Byrd qui avait les pôles sud et tout ça, quoi. C'est lié à la Agartha, ce genre de. Puis c'est marrant parce que finalement, ça renvoie à ma passion du cinéma parce que justement, le gars, il prend l'explication de Truman Show et c'est ça un peu ça. Oui. On serait dans un dôme, sous un dôme. Il y a toute la théorie des terres creuses avec les intraterrestres aussi. Notamment pour retrouver encore le mythe des fées et tout ça. L'extraterrestre, c'est ça. Des gnomes, exactement. Tout ça. Intraterrestre, ça m'intéresse aussi, ouais. Ça m'intéresse. Et donc là, tu travailles sur d'autres choses actuellement. Tu vas sortir ton prochain bouquin. Disparition en mer, prochain livre. D'accord. Je continue les livres sur les disparitions parce que ça me fascine et puis il y a beaucoup de matière encore. Et puis le roman, la suite du roman là, et puis voilà, dans les médias. Je continue mes émissions sur Nura TV. Oui. Parce que ça marche bien avec Guillaume, mon travail, ça fonctionne bien. Et ça plaît quand même à certaines personnes. Ça fait plaisir. C'est beaucoup de travail, mais bon, c'est quand même, ça fait plaisir de voir que ça intéresse les gens, voilà. Sur C8 aussi. Maintenant sur C8, enquête paranormale. Ça sera moins fréquent. Souvent de Franck Morin. Le salut. Voilà, et puis sur C8, je continuerai tant qu'on m'invitera. Après, il faut savoir que tout ça, on n'est pas payé. C'est des activités. La télévision paye pas. Mais bon. Quand on est passionné, on fait des choses. Et puis bon, c'est aussi bien, c'est aussi pour l'expérience aussi de la télévision. Je m'étais dit, c'est quand même pas mal de voir ce que c'est de faire participer à une émission de télé, un tournage avec des pros. Ils ont fait comme du bon boulot, je trouve, en termes de montage. Oui, c'est pas trop mal fait. Oui, c'est plutôt bien fait. Ils t'ont pas coupé, rien. T'es vraiment. Tu peux dire ce que tu veux dire. Pas tous les sujets. Pas toujours, mais. Tous les sujets. Non, mais en termes de la mise en scène, je veux dire, c'est quand même bien fait. Il y a des gros moyens, le son, il y a un gros travail sur le son, sur l'âge, tout ça. Donc, et puis ce genre d'émission, il n'y en a pas beaucoup en France, donc c'est pour ça qu'il faut, je pense qu'il faut pas faire la fine gueule, quoi.
Voilà, puis bon, après moi je suis ouvert aux propositions, hein, si un jour... Il y a un site, tu as un site ou un lien où on peut soit te contacter ou soit suivre ton travail? Ah bah Lionel, j'ai un site internet à Lionel, alors www.lionelcami.com. Il n'y a pas plus simple. Trop sur Google, hein, les gens regardent, tapent Lionel Camille sur Google, ils tombent sur les vidéos, ils tombent sur... Très bien. Merci beaucoup Lionel, c'était un plaisir. Voilà. Merci à toi. À très bientôt. Merci à toi Mike, et puis salut aux auditeurs. Très bien. Merci.